Bonjour et bienvenue. Nous sommes réunis aujourd'hui autour de cette table ronde virtuelle en compagnie d'expertes de la haute sensibilité au travail. Elles sont ici pour apporter des perspectives précieuses et des conseils pratiques afin de contribuer à la création d'un environnement professionnel qui valorise la sensibilité et permette à chacun de s'épanouir. Au cours de cette discussion, nous n'oublierons pas de traiter la question cruciale du burn-out chez les personnes hypersensibles. Nous allons vous aider à comprendre comment repérer les signes précurseurs et à adopter de nouvelles stratégies préventives essentielles. De plus, nous tenterons d'aborder la fameuse question « La personne hypersensible peut-elle s'épanouir dans tous les métiers ?» Vous découvrirez des options professionnelles qui encouragent l'épanouissement de cette sensibilité unique. Nous vous remercions donc de vous joindre à nous pour cette table ronde enrichissante. Avant tout, je tiens à vous remercier toutes les trois pour votre présence aujourd'hui. Et sans plus attendre, je vous propose de démarrer avec une présentation de chacune d'entre vous. Je veux bien. Allez, Christine. Je suis Christine Leclerc-Charling. C'est seulement utile pour me retrouver sur les réseaux sociaux que j'ai un nom si long. Utilisez-en juste un. Donc soit Christine, soit Leclerc, soit Charling. Je suis docteur en psychologie internationale. J'ai fait mon doctorat aux États-Unis, avec une université américaine, mais en Afrique du Sud, en concentration trauma. Et puis surtout, je me suis focalisée en reconstruction post-traumatique. Et puis, je suis de retour en Suisse, après 15 ans aux États-Unis. Et puis, j'ai une journée suisse où je suis psychologue et je m'occupe principalement de neurodiversité et de trauma dans la réinsertion professionnelle. Et puis, le soir, je suis coach exécutif avec une plateforme américaine. Puis, ça me permet de rester un peu connectée avec les États-Unis et puis de continuer un petit peu dans les deux mondes. Donc, je me trouve plutôt chanceuse. Voilà. Super, merci Christine. Teresa, tu veux prendre la suite? Oui, alors je suis Teresa Salamon, coach humaniste et thérapeute holistique. Donc aujourd'hui, j'accompagne d'une part les managers, les responsables RH et les équipes en entreprise, notamment à sensibiliser sur l'hypersensibilité et la prévention du burn-out. Et d'autre part, j'accompagne les particuliers, et plus particulièrement les femmes hautement sensibles qui se sentent invisibles, qui ont peur du regard de leurs proches et qui sont en éternelle attente de reconnaissance. Donc là, comme ça, j'ai travaillé pendant 26 ans en entreprise, dans 16 entreprises différentes où j'étais responsable RH et où j'ai pu remarquer que l'humain n'était pas assez mis à l'avant, où il n'y avait pas assez de prévention. En tout cas, c'est ce que je trouvais. Et c'est pour ça qu'il y a 3 ans, voilà, je me suis lancée pour accompagner et accompagner surtout selon mes valeurs. Ok, merci Teresa. Sandra? Oui, avec joie. D'abord, merci Marie pour cette initiative et ravie de partager avec vous toute cette table ronde. Donc, je suis Sandra Bouzon. Donc, moi, je suis en France, du côté de la Savoie. J'ai 40 ans, je suis maman d'un petit garçon qui a 21 mois et professionnellement, donc je suis directrice des ressources humaines dans le secteur public, dans une collectivité territoriale de 800 collaborateurs, une quarantaine de services. Ça fait plus de 20 ans que je travaille dans le secteur public. Je suis également coach et consultante dans tout ce qui est le conseil en évolution professionnelle, ressources humaines, management. Effectivement, je suis une DRH avec un grand H, et c'est ce H que j'essaye de semer un petit peu partout. Et je suis moi-même concernée par la haute sensibilité, inévitablement. Voilà. Mais j'en suis très fière. Mais il m'a fallu un petit peu de temps. Super. Merci beaucoup à toutes les trois. Je vais me présenter quand même rapidement à mon tour, même si c'est moi qui vais le plus parler aujourd'hui, mais quand même. Donc moi, je suis Marie Sadou. J'ai fait 12 ans de salariat dans des métiers techniques. Je me suis formée du coup à l'accompagnement des personnes hautement sensibles par l'Observatoire de la sensibilité. Et aujourd'hui, j'ai choisi de me consacrer pleinement à l'accompagnement des femmes salariées qui souhaitent retrouver de l'énergie, retrouver du sens aussi dans leur quotidien professionnel. Et pour cette table ronde, je vais chausser ma casquette d'animatrice plutôt. Pour lancer ces échanges, je vous propose de démarrer peut-être par le rythme de travail. C'est quelque chose qui revient quand même beaucoup quand on parle d'hypersensibilité au travail. Que ce soit la gestion du temps, notamment le lien entre le pro, le perso, qui peut être très crucial chez les hypersensibles. Alors pas que, mais aujourd'hui on est quand même là pour parler de la haute sensibilité, donc on va faire un focus là-dessus. Les variations d'énergie qui peuvent être aussi très fréquentes, les besoins de récupération qui peuvent être très différents d'une personne à l'autre. Et donc, j'avais envie de poser une première question, peut-être autour des stratégies qui peuvent être mises en place finalement pour aider les personnes hypersensibles
dans leur cadre quotidien. Comment est-ce qu'on peut optimiser son rythme de travail ? Peut-être réguler, même si c'est pas forcément le bon terme, mais en tout cas travailler sur son énergie pour qu'on puisse finalement se sentir bien à la fois dans son quotidien pro et dans son quotidien perso. Christine, est-ce que tu veux te lancer sur une première réponse ? Avec plaisir. Alors déjà, je pense qu'il y a la personne hypersensible avant qu'elle se reconnaisse hypersensible et après qu'elle se reconnaisse hypersensible. Donc en fait, sur le lieu de travail, vous aurez plein de gens qui sont hypersensibles et qui sont épuisés, qui savent pas forcément pourquoi, qui savent pas forcément comment, et puis qui se jugent très fortement en se disant mais je suis pas autant que, j'arrive pas comme lui ou j'arrive pas comme elle. Et puis du coup, il y a la double peine où déjà c'est déjà compliqué au niveau des sens et du rythme et de l'énergie, et en plus il y a le jugement qui vient en plus, on va rajouter une bonne couche. Donc déjà, je fais la distinction. Après, il y a la personne qui s'identifie, puis qui le vit bien, qui dit bon, il est temps de faire des changements dans ma vie parce que je ne vais pas changer moi, je vais seulement pouvoir changer mon environnement. Et puis cette personne-là, généralement, elle va se documenter, elle va s'orienter, elle va trouver des personnes qui vont pouvoir lui donner des conseils. Puis généralement, elle ne va pas forcément le faire seule. Ça prendra du temps, mais elle va trouver des ressources. Après, la personne qui s'identifie, mais qui ne va pas le vivre bien, alors on sera toujours dans le jugement, dans la marginalisation un petit peu, dans la culpabilité. J'arrive pas, je devrais, j'aimerais bien, mais je peux pas. Et puis ça va être aussi compliqué. Après, c'est possible de passer par toutes ces étapes. C'est tout à fait possible de s'ignorer. Après, d'arriver à un espèce de mur où on se dit, mais je sais pas, j'arrive plus à récupérer. Et puis souvent, il y a des stratégies qu'on a mis en place quand on était ado, quand on était jeune adulte. Puis au bout d'un moment, on se rend compte plus tard, quand il y a des fois parfois plus de casquettes, quand on rajoute un petit peu être parent en plus de ça, ou quand on en rajoute d'autres rôles, tout à coup ces stratégies-là, elles fonctionnent plus. Puis on se demande pourquoi. Ça vient aussi à ces moments-là. Donc c'est pas forcément une crise identitaire, c'est pas forcément une crise de la quarantaine, je sais pas, mais c'est juste, des fois c'est un petit peu des choses qui se cumulent, qui fait que ça arrive à ces moments-là. Et puis c'est aussi les moments où on se demande le plus, parce qu'on aimerait être bien partout. C'est très compliqué d'être l'employé qu'on aimerait être, d'être le conjoint qu'on aimerait être, le parent qu'on aimerait être, et puis le voisin, l'enfant. Enfin, c'est un peu la génération sandwich. Et puis là, ça devient très compliqué parce qu'il y a une quête de l'absolu, de la perfection qui est assez compliquée. Et puis après, c'est possible de passer par un moment où on ne le vit pas forcément très bien. Et puis ensuite, le moment où on se fait accompagner, ça va un petit peu mieux parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas seul, qu'on n'est pas... on n'est pas un mouton noir, qu'on n'est pas juste une bête bizarre, qu'en fait, ça existe pour beaucoup d'autres personnes. Et puis là, des fois, on se reconnaît un petit peu mieux, puis on le vit un petit peu mieux. Puis je dirais que dans toutes les étapes, alors il y a une stratégie, je trouve, qui marche de toute façon toujours bien, c'est l'humour. Donc on arrive à rire de soi, puis se dire, oh, c'est vrai, moi je fonctionne comme ça. Puis d'aller à la curiosité, l'humour, la curiosité. Puis évidemment, la compassion. Le seul remède au jugement, c'est la compassion. Mais on n'y arrive pas tout de suite. On n'y arrive pas tout de suite, on n'arrive pas toujours tout seul. Donc des fois, c'est bien que quelqu'un nous traite avec compassion pour qu'ensuite on puisse apprendre à se répondre soi-même avec compassion. Puis ensuite, au niveau du pratique, alors je dirais qu'effectivement, comme il y a autant d'hypersensibles qu'il y a d'hypersensibilité, autant d'hypersensibilité qu'il y a d'hypersensibles, il n'y aura pas une stratégie qui va fonctionner pour tous. Mais je dirais qu'il y a un certain questionnement qu'il faut se poser. Il y a un questionnement au niveau du corps, de la sensibilité. Qu'est-ce qui va me prendre de l'énergie ? C'est intéressant, il y a des gens qui vont marcher dans un centre commercial pour leur donner de l'énergie parce qu'ils aiment bien cet anonymat, ils aiment bien cette stimulation, puis ils sentent au niveau des sens, c'est stimulant, mais au niveau de l'attention, ça leur demande pas grand-chose parce que c'est pas comme une conversation, il fallait répondre. Et puis il y en a qui vont éviter ça, mais au maximum, puis qui vont aller dans la forêt, qui vont aller dans la nature parce qu'ils ont besoin d'une stimulation au niveau de la nature. Et puis il y en a qui seront bien que dans un bain, avec des bougies, et puis il faut que ce soit sombre, il faut que ce soit avec un minimum de stimulation de quelque sens que ce soit. Donc c'est important de se demander physiquement où est ma sensibilité. Quel est le seuil de bruit qui va me faire réagir? Quel est le seuil de lumière qui va me faire réagir? Combien de soleil, de lumière naturelle j'ai besoin de ma journée? Comment est-ce que mon énergie fluctue selon la journée? Qu'est-ce qui va me donner de l'énergie le matin? Qu'est-ce qui va m'en prendre pendant la journée? Qu'est-ce qui va m'en redonner au fur et à mesure? Qu'est-ce qui va faire que je peux reprendre mon souffle? Donc au niveau du corps, se poser la question, puis je commencerai vraiment par là, parce que c'est non négociable. Et puis ensuite, on peut regarder un petit peu au niveau des stimulations sociales. Alors, est-ce que je préfère travailler seule? Est-ce que je préfère travailler en groupe? Est-ce que je préfère travailler... Alors,
L'open space, on en parle beaucoup. Hein. La majorité des personnes hypersensibles trouvent ça vraiment très énergivore. Ça veut pas dire tout le monde. Il y en a qui aiment bien parce qu'ils ont des stratégies pour se concentrer ou ne pas se concentrer. Ils aiment la stimulation. Donc, c'est pas une règle. Si je suis patron, je me dis, j'ai un hypersensible chez moi, je vais l'isoler. Peut-être lui demander d'abord. Donc, vraiment, puis ça, c'est la règle en général. Hein. Toutes les personnes qui auront envie avec bienveillance de fournir un environnement qui est propice à la productivité pour une personne hypersensible, faites-le pas seul. Faites-le avec la personne, s'il vous plaît, parce que sinon, ça n'a vraiment pas de sens. On rentre dans le stéréotype. Tout à fait. Mais pour ça, il faut que la personne puisse répondre à la question. Oui, tout à fait. Et puis j'allais rebondir, mais n'hésitez pas aussi Teresa et Sandra s'il y a besoin. Mais en plus, avec les modes de travail plus flexibles qu'on a de nos jours, avec le télétravail, on peut aussi se retrouver avec des personnes qui finalement apprécient de venir une journée ou deux ou peut-être passer quelques heures en open space ou dans un bureau ou autre avec d'autres finalement, alors que quand on était sur des semaines où il fallait être là 5 jours sur 5, c'était complètement impossible. Donc je suis d'accord avec toi Christine, il y a quand même beaucoup de nuances à mettre finalement dans tout ça, parce que ça dépend des gens en fait, tout simplement. Mais oui, mais malheureusement ça dépend aussi des entreprises, ça dépend aussi des équipes. Ça veut dire que pendant le Covid, pendant la pandémie, il y a certaines personnes qui ont pu bénéficier du télétravail, mais c'est plus possible et qui en souffrent aujourd'hui parce qu'ils ont trouvé un équilibre pendant quelques années. Et puis tout à coup, on leur donne plus droit là alors qu'ils ont prouvé leur productivité. Ça, c'est très très pénible à vivre. Mais ça pousse aussi des gens à prendre des décisions professionnelles à certains moments. Donc, si vous voulez retenir vos employés, peut-être aller vers la flexibilité. Et ce que je soulignerais, puis ça c'est mon dernier point, mais c'est que ce qui va être plus important dans le choix d'un travail, ça va être l'ambiance du travail presque plus que le travail lui-même. En gros, pour le travail, la personne est formée, elle sait le faire. Mais l'environnement de travail, à quel point c'est dans la collaboration, à quel point il faut convaincre, prouver, à quel point il faut avoir une certaine présence, avoir un certain masque ou avoir une certaine identité, quel point l'écart va être entre ce que la personne aimerait vivre au niveau du confort et qu'elle est obligée de vivre au niveau de la réalité, plus cet environnement-là sera agréable et plus en fait le travail sera facile. Donc c'est pas vraiment le travail en lui-même. Donc en gros, n'importe qui peut faire n'importe quoi, mais pas avec n'importe qui dans n'importe quel environnement. Voilà. Teresa, tu voulais rebondir peut-être ? Oui, c'est vrai, je rebondis sur la connaissance de soi, justement, et la connaissance de son propre fonctionnement. Pourquoi est-ce qu'on fait les choses ? Donc j'aimerais aussi rajouter l'empathie. Donc l'empathie, certains ont cette grande envie de vouloir aider l'autre, vouloir sauver l'autre, très souvent, et se poser la question pourquoi ? Qu'est-ce qui me pousse à faire ça ? Qui est-ce que je veux sauver ? Pour quelle raison ? Est-ce qu'il y a eu une demande à la base ? Et puis il y a aussi ce fameux syndrome de l'imposteur. C'est parfois, donc, vu ce manque de connaissance de soi, penser qu'on est loin, capable que quelqu'un d'autre, ce qui va faire que on va se surstimuler, surtravailler, surfaire, ce qui peut aussi mener à un épuisement physique, mental, émotionnel. Très juste. Et du coup, on en revient à ce que disait Christine au début, repasser par le corps, ça permet après d'enchaîner tout ce qui va bien. Il y a d'autres réactions par rapport à ça ? Je rejoins effectivement Christine et Teresa sur la connaissance de soi. Évidemment, c'est indispensable parce qu'on sait effectivement ce qui nous fait du bien, à quel moment. J'ai envie de dire, c'est presque un marathon. C'est quelque chose qu'il faut entretenir, cette notion de rythme et de niveau d'énergie. C'est un travail de tous les jours. Plus les fluides, mieux c'est, mais par contre ça passe effectivement par la connaissance de soi et surtout se faire confiance et savoir s'écouter. C'est-à-dire quand on a un petit signal qui est là, il faut l'écouter. Ça veut dire qu'effectivement il faut peut-être prendre une demi-heure pour aller prendre l'air un moment, prendre le soleil, faire ce qui nous fait du bien, hein, et c'est propre à chacun, et le faire de façon régulière. Je crois qu'il y a vraiment la notion de régularité qui est hyper importante. On parlera effectivement un petit peu plus tard du burn-out. Je crois que malheureusement on en arrive là quand on n'a plus cette régularité-là de prendre soin de soi, parce que c'est ça aussi, hein, c'est prendre soin de soi. Pour moi, c'est vraiment une notion de marathon et de tenir
sur la durée. Et je rejoins également Christine sur le fait que on se connaît à un temps donné et effectivement en fonction des événements de la vie. Et là, c'est plutôt une expérience personnelle. Avant d'être maman, je pouvais travailler 12 heures par jour. Je savais que j'avais le temps de récupération le soir, le matin au calme, avant de partir, avant d'enchaîner 12 heures de travail s'il fallait. Je suis devenue maman et là, pour le coup, tout a changé. Il faut se réapproprier ces temps-là, les modifier, les recaler. Et ce qui était vrai il y a des mois, voire 2 années en arrière, n'est plus du tout vrai aujourd'hui. Mais en même temps, c'est une véritable source d'évolution aussi. Super intéressant. Non mais c'est complètement vrai. Tout à fait. Et puis en plus, on a l'entourage qui joue aussi. Enfin, tu vois, dans ce que tu dis, Sandra, finalement, il y a comment nous on évolue et puis les collègues qui ont aussi évolué, mais qui ont peut-être pas pris ce rôle de parents non plus. Donc du coup, il y a peut-être aussi des choses qui sont plus difficiles à comprendre pour certains. En tout cas, voilà. Donc c'est hyper intéressant de le souligner. Dans ce que tu disais, Christine, au tout début, moi j'avais fait un parallèle un peu dans ma tête, parce qu'on a beaucoup de sensibilisation au handicap en entreprise. Et tu vois, quand tu évoquais au tout début, finalement, il faut travailler la place de la personne hypersensible dans son environnement avec l'équipe hiérarchique, ça m'a beaucoup fait penser à la partie sensibilisation au handicap qu'on peut avoir dans certaines grandes entreprises, puisque très souvent, il y en a. Alors, l'hypersensibilité n'est pas un handicap, hein, donc on n'est pas du tout sur le même schéma que ça, mais on a quand même, depuis quelque temps, quand même de plus en plus de sensibilisation qui se font en entreprise, que ce soit sur l'hypersensibilité ou d'autres atypies. Est-ce que vous avez vécu des choses comme ça dans les entreprises dans lesquelles vous travaillez, et finalement, comment ça se manifeste à l'heure actuelle ? Alors, pas d'expérience vraiment flagrante, on va dire, aujourd'hui à partager. Pour autant, comme je le disais dans ma présentation, je suis une DRH avec un grand H. Et ce qui me tient à cœur, c'est effectivement de semer des petites graines par rapport à cette notion de haute sensibilité. Parce que effectivement, quand on en discute un petit peu avec des collègues, il y a toujours ce côté un petit peu tabou dans le collectif. Parce que la sensibilité est toujours identifiée comme une faiblesse. Trop encore. Et je crois que, pour ma part, j'ai réussi à ouvrir certaines portes en exprimant moi-même ma sensibilité. Okay. Et finalement, les interlocuteurs, c'est dans ces moments-là qui se livrent, effectivement, qui s'ouvrent, et que les petites graines se sèment. Ok. Enfin, quand tu dis tu as semé les petites graines, est-ce que c'était plutôt au sein de collègues directs, au niveau de ta hiérarchie ? Comment ça s'est passé, Sandra ? Au niveau de l'équipe, au niveau de l'équipe RH, oui. Ouais. Je sème des petites graines. Alors c'est toujours un petit peu délicat et pareil, hein, on l'évoquera tout à l'heure, hein, le rôle de manageuse. Mais effectivement, j'ai envie de dire à tout niveau, c'est-à-dire que j'ai entrouvert cette porte-là. Je dis oui, effectivement, je suis quelqu'un de sensible. Encore une fois, le H avec un grand H. Et voilà, je me rends compte que petit à petit, des personnes viennent, passent la porte, on en discute, et puis effectivement de donner des petits tips sur l'environnement de travail peut être compliqué pour moi, comment je peux faire, comment effectivement on évoquait tout à l'heure le télétravail, et là pour le coup, merci le Covid. Oui. Parce que il y a une grosse prise de conscience dans certaines entreprises. C'est un peu paradoxal, mais voilà, je crois qu'il y a une véritable avancée sur le télétravail, en tout cas dans les secteurs un peu plus moins urbains. C'est vrai que chez nous on est plutôt dans une région de montagne, pas forcément de grosses villes à proximité. Et c'est vrai que le télétravail est parfois moins répandu dans ces secteurs-là. Et là, merci le Covid, parce que oui, effectivement, je pense que pour certains, je pense à certaines collègues et à moi également. Oui, c'est des vrais temps de respiration. Ouais, c'est important. Bah, bravo pour ces petites graines semées, Sandra. Parce que moi, je trouve ça génial, en tout cas, qu'on arrive à en parler enfin en entreprise, que ce soit avec la hiérarchie, avec des collègues directs et autres. Et puis, tu vois, quand tu nous dis, il y a des personnes qui viennent me demander des tips, moi, je trouve ça super chouette.
Et c'est aussi désacraliser. Alors, on a toujours la fausse image du DRH qui est le coupeur de tête, celui qui est là pour faire, qui est là pour licencier, enfin bref, voilà. Dans les mauvais moments. J'en passe et des meilleurs. Et finalement, mon challenge, c'est aussi de désacraliser un petit peu cette fonction-là et de dire non, le DRH n'est pas forcément que du côté de l'entreprise ou que du côté des salariés. Pour moi, c'est un rôle de médiation et c'est toujours la citation de prenez soin de vos salariés, prenons soin de votre entreprise. Pour moi, ça va dans les deux sens. Hein. Oui, complètement. Teresa, Christine, vous qui êtes en plus parce que là on a 3 pays représentés, donc c'est chouette, en Belgique, en Suisse, est-ce qu'il y a des avancées aussi sur la sensibilisation, entre guillemets, à la haute sensibilité en entreprise de votre côté? Eh bien, je dois dire, bon, c'est vrai, je viens de la Belgique, je travaille et j'habite à Bruxelles, et quand je travaillais en entreprise, jusqu'il y a 3 ans, ce sujet n'était pas abordé, la haute sensibilité, pas du tout. Déjà, moi-même, comme Sandra, responsable RH avec un grand H, j'essayais de sensibiliser, mais sans savoir que j'étais hautement sensible. J'étais vraiment poussée. Ma mission à moi, c'était d'apporter un message vis-à-vis de la direction, du management, en essayant de sensibiliser sur le burn-out, les émotions, faire en sorte que les managers puissent reconnaître les moindres signes distinctifs chez leurs collaborateurs. Quelqu'un qui tout à coup était plutôt se sous-tirer dans un petit coin, etc., mais que le manager puisse être sensibilisé à ça. Et donc, j'étais plus dans la proposition. Quand je travaillais en entreprise, j'étais dans la proposition de, voilà, il faut être préventif, il faut parler du stress, il faut parler des émotions. Et du coup, j'ai fait partie de l'ARH qu'on nommait bisounours. J'ai fait partie de l'ARH qui était nommée bizarre. J'ai fait partie de l'ARH qui était nommée assistante sociale ou trop maternelle parce que j'étais trop dans l'humain. Et dans les 16 entreprises où j'ai pu travailler en 26 ans, j'ai connu à chaque fois les mêmes scénarios. Donc, les émotions, le stress, etc., oui, c'était important, il fallait sensibiliser pour donner une image à l'extérieur, qu'on sensibilisait. Mais en interne, malheureusement, de mon côté, je parle de mon expérience personnelle, je n'ai pas pu mettre quoi que ce soit en place. Et c'est bien pour ça que depuis 3 ans, eh bien, j'essaye du mieux que je peux de sensibiliser les entreprises. Aujourd'hui aussi, la haute sensibilité, on en parle de plus en plus dans les réseaux sociaux et c'est très bien. Et on montre de plus en plus aussi que la haute sensibilité, ce n'est pas une faiblesse, que ça peut être justement très productif pour les entreprises et qu'il faut exploiter justement cette créativité. Très juste. Je représente en fait 2 pays, parce que je travaille en Suisse dans la réinsertion et je travaille avec des Américains ou des boîtes américaines, des gens un peu partout dans des boîtes américaines. Alors c'est pas que c'est différent, l'hypersensibilité est la même quel que soit le pays, c'est pas une question de culture. Ensuite, ça dépend vraiment des secteurs. Si vous êtes un homme dans un secteur plutôt manuel et puis dans la production, alors ça va être très compliqué. Parce que c'est pas reconnu, c'est pas macho, c'est pas c'est pas masculin, mais en même temps il y a une manière de le faire où vous allez recevoir beaucoup de reconnaissance des gens autour de vous. Et c'est très subtil, c'est très subtil. En même temps, vous allez rapidement être un leader parce que vous allez justement prendre soin d'un peu tout le monde, mais il faudra quand même bien montrer que vous êtes costaud, que vous êtes fort, et puis même pas peur, même pas mal. C'est un peu ambivalent. Ça va jusqu'à un certain moment. C'est là où la vulnérabilité, elle va pas se faire au boulot parce qu'il y a un rôle, il y a un masque. Mais s'il y a des choses qui vont pas bien autour, ça va être plus compliqué de garder cette stabilité et puis ce masque au boulot. Puis souvent, c'est des choses dans la vie personnelle qui vont faire que tout à coup le masque tombe. On donne pas beaucoup de seconde chance à un homme qui casse son masque. Et puis j'ai le sentiment qu'une fois que le masque est cassé, alors c'est très compliqué pour cette personne où on lui dit prends 6 mois pour te reconstruire et puis tu reviens après. Très souvent, on va trouver des fautes dans son travail, on va trouver des raisons pour pouvoir justifier de licencier la personne. Là, je trouve ça très 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 dur. Puis la personne après se retrouve seule à devoir se reconstruire personnellement ou professionnellement et puis se poser la question si elle est encore faite pour ce métier-là ou pas. Donc ça, je vois plutôt du côté masculin en Suisse. Après, le côté féminin, je pense qu'il y a un abus parfois de l'empathie et de la gentillesse de certaines femmes. Et dans certains domaines, par exemple, vous êtes institutrice, alors on va trouver ça tout à fait normal que vous soyez à l'écoute, gentille, patiente. Ah, qui c'est qui a dit ça? C'est pas possible.
Mais non, c'est pas parce que c'est naturel que vous en avez plus, ça va vous pomper de la même manière, même parfois plus. Moi, j'ai encore la chance, je suis femme psychologue donc, en Suisse, donc c'est tout à fait normal si j'écoute les gens, si je peux prendre des heures à écouter leurs histoires, et puis voilà. Il y a un peu le stéréotype là aussi, donc un peu les deux extrêmes. Hein. Bon, après, il y a plein de gens mieux que moi, je vois pas, parce que j'ai un échantillon qui est pas représentatif. Hein. Moi, j'ai des gens en souffrance, des deux côtés. Mais ça, c'est ce que je peux observer en Suisse. Alors, il y a un truc aux États-Unis, que ce soit les small talk, que ce soit les 5 minutes d'inclusion quand on commence une réunion. Et puis, il y a tout un vocabulaire au niveau de l'émotion qui fait beaucoup plus partie du quotidien, qui est fait dans un environnement francophone. Seulement, la manière dont c'est vécu, c'est que c'est superficiel et que ça manque d'authenticité. Alors, la personne hypersensible, elle va être très sensible à ça. Hein. Si c'est pas authentique, il va manquer la substance. Donc, la personne va souffrir en se disant pourquoi est-ce que moi je donne autant alors qu'on me renvoie si peu. Il y a un moment où il y aura une recherche comme ça d'authenticité, de but, que ça ait plus de saveur. Donc, voilà un petit peu ce que moi je pourrais observer dans les deux. Au niveau du management, parce que c'est aussi à ce niveau-là que je travaille. Alors, au niveau du management, je pense qu'il y a beaucoup à faire, mais un petit peu partout dans tous les domaines. Et je pense pas que c'est juste d'écouter une personne hypersensible, mais je pense que l'effort d'écouter la personne hypersensible dans son équipe va pouvoir développer chez le manager les compétences qui sont nécessaires pour écouter tout le monde dans son équipe, avec toutes leurs particularités. Et puis ça aussi, je pense que le Covid a fait beaucoup, parce qu'avant, d'un manager qui observait ses collaborateurs travailler, après il a dû communiquer avec ses collaborateurs pour voir comment ils travaillaient pendant le Covid ou avec des réunions plus fréquentes, mais avec des réunions en one-to-one. Et puis je pense que ça aussi, ça a fait évoluer les choses. Oui, certainement, oui. Ouais, je suis assez d'accord. Comme tu me tends la perche du management, Christine, on peut aller là-dessus sans souci. Puis Sandra avait aussi très envie d'en parler tout à l'heure. Là, tu as abordé la partie manager. Finalement, je manage des hypersensibles dans une équipe, on va dire ça comme ça. Est-ce qu'on peut aborder peut-être la partie manager hypersensible, être un manager hypersensible? Est-ce que vous accompagnez des personnes qui sont managers et hypersensibles et finalement peut-être aborder les problématiques pour lesquelles ils viennent vous voir, puisqu'on est tout accompagnante, donc en général, c'est parce qu'il y a des petites choses à régler, ou alors c'est pas forcément des gros problèmes, hein, ça peut être juste des petits ajustements. Alors, je veux bien y aller en tant que manager hypersensible. Parce que pour le coup, ça me parle beaucoup. Et là, l'expérience nous fait aussi beaucoup évoluer dans notre façon d'être et dans notre façon de manager, inévitablement. Il y a, à mon sens, un sujet important, c'est que effectivement, on est très... peut-être trop par moment, mais énormément à l'écoute des autres, à se soucier que tout le monde aille bien. Je dis toujours, quand j'arrive le matin, je fais le tour de l'ensemble des bureaux de mes collaboratrices où je demande si ça va et j'écoute la réponse. Quand j'ai fini ce tour, qui dure entre 5 et 10 minutes en fonction de... Je suis en capacité de sentir qui va bien, qui va pas bien. Mais en même temps, moi, j'ai déjà éclusé 25% de mon énergie. donc voilà. Pour autant, en tant que manageuse, ça me paraît indispensable, effectivement, de prendre un petit peu la température du matin et effectivement voir là où ça roule, là où il y a un petit peu plus de difficultés et être là où c'est nécessaire. Par contre, effectivement, ça demande de l'énergie et c'est là où je fais le lien avec le marathon que j'évoquais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que pour tenir sur une journée complète avec problème du quotidien en tant que manager et en même temps le souci d'accompagner une équipe du mieux possible. C'est pas la double peine, c'est pas ça, mais en tout cas, c'est un double enjeu. Ouais. je vois Teresa qui valide. Voilà, et c'est effectivement, c'est très intense. Alors, pour rien au monde, je changerai la manageuse que je suis. Ça, c'est une évidence. Il faut aussi savoir se protéger. À certains moments, ce que je regrette de n'avoir pas su le faire, mais ça reste toujours des moments qui sont très formateurs, quoi qu'il en soit.
Par contre, l'autre challenge, c'est que là aussi, avec une intuition très très développée et un feeling dont on ne peut pas parler, c'est comme ça, faut le vivre. Hein, on détecte les managers toxiques de très loin. Et ça, c'est difficile aussi. Parce que là, par contre, j'ai beaucoup de mal à faire semblant. Et ça, c'est pas évident. Ouais. Et du coup, c'est des managers toxiques d'autres équipes, j'imagine, avec lesquelles tu dois travailler, ou c'est dans ce genre de situation-là que tu l'évoques, Sandra, c'est ça? Oui, c'est vrai qu'on sent effectivement, d'ailleurs manager ou pas, hein, mais on a un petit peu ce radar, comme j'évoquais tout à l'heure, hein, voilà, ce radar pour les personnes les plus authentiques, mais comme pour celles qui le sont moins. Et pour autant, on est là pour travailler tous ensemble dans le même sens. Oui, tout à fait. Et si je reviens sur la partie énergie que tu évoquais tout à l'heure, est-ce que tu as des astuces? Parce que du coup, si tu nous dis que finalement ce tour de bureau tu le sais en plus, donc tu sais que tous les matins, ça va te prendre X% de ton énergie de la journée. Est-ce que tu as des petits tips, si jamais il y a des managers hypersensibles qui nous écoutent, de se dire finalement après mon petit tour, qu'est-ce que je peux faire pour finalement récupérer cette énergie, un peu de cette énergie, et pour attaquer le reste de la journée finalement bien dans mes baskets, si je peux dire ça comme ça? Oui. Alors, ce tour des bureaux, entre guillemets, c'est un vrai plaisir pour moi de le faire, hein, même si effectivement, il me prend beaucoup d'énergie, mais pour moi, c'est un vrai plaisir. Je ne me verrais pas aller dans mon bureau sans faire le tour de l'équipe. Pour moi, c'est indispensable. Pour autant, une fois effectivement ce tour de fait, j'aime bien prendre 10 minutes dans mon bureau, et c'est là où... je dis toujours, j'essore un petit peu l'éponge. C'est-à-dire, voilà, l'éponge a bien pris pendant ce temps-là, et j'ai besoin effectivement de façon régulière d'essorer l'éponge sur la journée. Et moi, principalement, ça passe par des temps un petit peu plus seuls. Un peu seul, ouais. Voilà. Okay. Alors, c'est pas forcément des temps très longs, hein, mais j'écoutais un podcast l'autre jour sur quelqu'un qui disait, moi, ne serait-ce que le passage aux toilettes, c'est un moment qui, pour moi, me permet d'être un petit peu seule et de reprendre en énergie. Bah oui, effectivement, c'est ces petits moments-là qui font que on est moins dans l'interaction, on est soi avec soi, et du coup, voilà. La batterie d'énergie remonte et permet effectivement de tenir sur la journée. Ouais, super, ok. Vous avez d'autres astuces de ce type-là? J'aime bien aller. J'ai la photocopieuse, la machine à café, la bouilloire. La bouilloire, très bien, oui. Le truc à aller chercher en bas. Voilà. Et puis, quand j'ai une journée avec beaucoup de sessions qui sont les unes après les autres, alors je demande toujours à la prochaine personne que je vois, est-ce que vous voulez un verre d'eau, est-ce que vous voulez un thé, un café? Et non seulement ça fait du bien, puis en même temps, ça permet d'écouter les besoins de l'autre, d'écouter soi-même aussi, mais ça me permet aussi de faire des allers-retours. Et juste de regarder un couloir, de regarder une fenêtre, pendant que le café coule. Ça paraît bête, mais ça me suffit. Et puis, je préfère ces micro-pauses que de faire une pause de 20 minutes dans une cafétéria où il y a, je sais pas, 5-10 personnes qui vont parler d'une conversation qui va pas forcément me stimuler et qui va me demander d'être présente. Donc, je préfère ces micro-pauses comme ça au niveau de mes sens, hein. Et puis, voilà. Et puis, j'ai un autre truc aussi, c'est la vaisselle. Moi, j'adore ça parce que j'ai les mains qui vont dans l'eau chaude, puis ça fait un bien fou. J'aime bien, à la maison, c'est entre deux choses, c'est la lessive parce que c'est frais, ça sent bon, puis j'adore ça, donc prendre ma lessive. Et puis, des petits moments de gratitude aussi. Quand je me dis, même quand c'est dur, mais j'ai quand même de la chance que ce soit dur comme ça et puis pas autrement. Voilà. Ouais, super. Non, c'est très intéressant. Ouais. Je te rejoins, Christine, sur la vaisselle. je dis toujours, laissez-moi faire la vaisselle, ça me détend. On a des spécialistes vaisselle, donc. Ça me fait penser quelque chose à quoi je suis assez sensible. Là, c'est plutôt si j'ai besoin de me déplacer en voiture, éventuellement entre deux rendez-vous, ou ne serait-ce que le passage entre la vie pro et la vie perso, c'est la musique. Là, effectivement... ça marche bien, oui. On redescend, entre guillemets, on recharge et on repart.
Et pour refaire le lien avec le corps, même voilà, bouger sur de la musique entre deux rendez-vous ou autre, c'est des choses qui marchent plutôt bien. Ça, en télétravail, ça marchera un peu mieux que dans son bureau à la vue de tout le monde, mais voilà, on peut essayer aussi. Hein. Oui. Et un autre outil, alors chez moi qui fonctionne plutôt bien, qui pour le coup prend pas forcément beaucoup de temps, c'est la cohérence cardiaque. Ouais, la respiration. Oui, là pareil, dans la voiture, 5 minutes, entre le moment où je pose mon fils et le moment où j'arrive au travail, j'ai un peu plus de 5 minutes de voiture. J'ai trouvé une petite vidéo effectivement qui me permet de faire un petit peu de cohérence cardiaque là, à écouter pendant les 5 minutes. Et pareil, là aussi de la régularité, je trouve que ça paye beaucoup. Merci Teresa, si tu as d'autres astuces à nous partager. Alors, autres astuces, malheureusement, quand je travaillais en entreprise, je n'ai pas été super bienveillante vis-à-vis de moi. Par contre, les astuces, ça pourrait être ce qu'il ne faut plus faire du tout. Donc, si vous êtes manager, hypersensible, hautement sensible ou pas, je parle ici à tous les managers, prenez une pause entre l'heure du midi. Arrêtez de manger devant votre écran. Arrêtez de manger votre sandwich devant votre écran. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait très régulièrement. Et à 5 heures, mon sandwich était toujours là. C'est-à-dire, voilà, je n'arrêtais pas une seconde. Première astuce, donc prendre une pause. Une vraie. Ou plusieurs petites pauses. La deuxième astuce à ne plus faire, essayez à ne plus faire, apprenez à dire non. À un moment donné, voilà, vous ne pouvez pas dire oui à tout le monde, puisque ça bouffe votre propre énergie, ça vous retarde dans votre propre travail, et vous avez tellement envie de bien faire que même parfois vous allez vers les autres pour leur enlever le boulot des mains et le faire à leur place. Essayez peut-être d'apprendre justement à dire non, à remettre les choses à plus tard. Si quelqu'un rentre dans votre bureau et vous demande un petit moment, si ce n'est vraiment pas le moment à ce moment-là, invitez-le à un autre moment, plus tard dans la journée, plus tard dans la semaine, et pour que vous puissiez aussi, vous, prendre un petit peu de recul par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Du moins, vous pouvez continuer ce que vous étiez en train de faire et lui accorder le temps nécessaire quand il vient vers vous. Donc, vous libériez du temps, mais vous gardez quand même le temps que vous aviez besoin pour faire ce que vous étiez en train de faire. Deuxième astuce. Alors, troisième astuce, je ne sais pas si pour les managers ou les responsables RH, généralement, on leur demande de travailler avec la porte ouverte, donc bureau ouvert. En tout cas, c'est ce que j'ai connu comme expérience. Donc, notre porte ne pouvait pas être fermée, puisque aux ressources humaines, on doit montrer qu'on est disponible H24 tout le temps à chaque moment. Bien, quand vous avez besoin justement de prendre ce petit temps de recul, 2 petites minutes de cohérence cardiaque, eh bien oui, permettez-vous aussi de fermer un petit moment cette porte, quitte à mettre une petite affiche, mais accordez-vous ce temps. Il y aura certainement plein d'autres astuces, mais en tout cas, c'est 3 choses à bannir, de préférence. Ok, merci Teresa. Alors maintenant qu'on a vu un peu les astuces que j'ai trouvées très chouettes, on a plein d'idées du coup là à mettre en pratique. Alors après chacun vient piocher, hein, c'est un peu l'idée, hein, puisqu'on n'est pas tous identiques, donc l'idée c'est que chacun vienne piocher là-dedans, mais j'aime bien ce côté un peu pratico-pratique. On peut du coup faire le lien avec finalement cette question que beaucoup d'hypersensibles se posent, y a-t-il un métier ou une activité qui serait beaucoup plus propice à mon fonctionnement, à ma sensibilité, à toutes ces choses-là. Alors, est-ce qu'il y a une réponse ? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un préjugé déjà qu'il y ait vraiment des métiers plus adaptés aux hypersensibles ou pas ? Alors, qu'on soit hypersensible ou pas, je pense qu'on a tous, alors je le nommerais comme une mission de vie professionnelle. Alors ça peut paraître un petit peu exagéré, mais de façon un peu plus tempérée. On a tous une place, on a tous un métier qui nous attend entre guillemets, et en fonction des moments de vie qu'on traverse aussi, parce que ce qui est vrai à 20 ans l'est plus forcément à 30, pas forcément à 40 et pas forcément à 50, sans forcément être sur des dizaines rondes, même si c'est toujours des moments un petit peu clés, mais les choses évoluent aussi, et ça c'est aussi important de le prendre en compte, et aujourd'hui la société nous permet aussi
de nous former de façon régulière et de faire peser un petit peu moins de poids sur le choix de l'orientation scolaire. Et ça, je trouve ça très important. On ne choisit plus une orientation scolaire pour toute sa vie. C'est-à-dire que effectivement, on a une orientation à un instant T, il y a effectivement des choix à faire. Pour autant, si 10 ans après, voire moins, effectivement, c'est pas le secteur qui est fait pour nous, plein de possibilités de formation adulte, et très honnêtement, je trouve ça très chouette. Pour revenir sur la notion de l'hypersensibilité, alors à travers les caractéristiques d'attention aux autres, sensibilité un petit peu exacerbée, il y a aussi, à mon sens, un système de valeurs qui est important chez les personnes hypersensibles. C'est pour ça qu'il n'y a pas de réponse toute faite. J'accompagne aussi des personnes sur du conseil en évolution professionnelle. Ce travail préalable des valeurs, notamment, est très important parce qu'il permet de s'orienter effectivement vers un domaine qui est adéquat. Il y a aussi la notion de rythme qui est très importante. Par exemple, moi, sur des métiers sur de la restauration, par exemple, moi, j'en serais incapable parce que je suis performante sur la journée. Par contre, début de soirée, c'est un moment qui n'est absolument pas fait pour moi. C'est vraiment un moment de repos dont j'ai besoin, ce qui n'est pas forcément vrai pour d'autres personnes ou pour d'autres hypersensibles. Donc, il n'y a pas forcément de réponse toute faite. Pour autant, les métiers de l'accompagnement, les métiers plutôt de la filière sanitaire et sociale, les métiers de l'éducation, voilà. Pour ne citer que ceux-là, il y en a d'autres, mais effectivement, pour moi, c'est des métiers qui font vraiment sens avec la notion d'hypersensibilité et qui sont comme ça les premiers qui me viennent à l'esprit sur effectivement des métiers peut-être un peu plus fléchés sur des personnalités hypersensibles. Okay. Mais encore une fois, pas de généralité. Oui, non, c'est clair. Des réactions, Christine et Teresa, par rapport à ça? Est-ce que vous avez vécu des fonctions peut-être qui étaient plus adéquates ou au contraire, est-ce que dans vos accompagnements, vous vous êtes vu confrontés à des personnes qui finalement ne se retrouvaient plus du tout à leur place sur un métier, comme l'expliquait Sandra, qui avait peut-être été choisi à un moment donné parce que ça faisait sens pour eux, pour la famille ou que sais-je, et finalement on se dit, ben non, finalement c'est pas ça, quoi. Moi j'aurais une réponse assez simple, on peut tout faire, mais combien de temps? J'ai fait des trucs un peu fous, je fais hôtesse de l'air, je fais des extras en restauration, je fais des terrasses en restauration, ça c'était le stress. Je fais prof de fitness, je fais plein de trucs. Mais la question, quand c'est pas adapté, ou quand il y a un grand écart, ou quand ça demande vraiment beaucoup d'énergie, la question c'est combien de temps est-ce qu'on peut faire ça? Puis je pense que c'est important de s'écouter, pas forcément écouter les demandes des autres, pas forcément écouter les pressions au niveau finance, au niveau hiérarchie, tout ça, mais de se dire, bon, là, c'est fini. Là, puis souvent, moi, c'est mon corps qui va me le dire. Je vais me blesser souvent, ou j'ai des petits accidents, je vais me brûler, il y aura des choses comme ça. Et là, je sais que c'est le moment où il faut que je remette en question la durée de mon engagement, puis que j'aille trouver quelque chose qui représente mieux là où j'en suis. Super intéressant. Je voulais rebondir, Christine, sur ce que tu venais de dire, justement. Donc, des métiers propices aux personnes hautement sensibles, je pense que c'est un cliché de pouvoir dire qu'il y a des métiers propices. Par contre, dans mon expérience personnelle, c'est surtout l'environnement qui a joué. C'est l'environnement. Dans l'absolu, j'ai toujours été dans les ressources humaines, j'ai toujours été dans l'accompagnement, mais l'environnement dans lequel je voulais évoluer, parfois toxique, a fait que j'ai dû aller voir ailleurs, a fait que parfois j'ai dû démissionner pour voir si l'herbe était plus verte ailleurs. On parle souvent de créativité aussi, la recherche de sens. Dans n'importe quel job, dans n'importe quelle fonction, justement, si on trouve le sens ou si on voit le sens de ce qu'on fait, tout métier peut être bon. Si on est soutenu dans ce métier, tout environnement peut être OK. Mais c'est un accompagnement, donc c'est déjà savoir qu'est-ce que j'ai envie de faire, est-ce que je trouve du sens dans ce que je fais, parce que c'est ce qui va mener à aimer aussi ce qu'on fait, mais est-ce que je suis soutenue dans mon environnement? Et ça, je pense que ça peut être dans tout type de métier.
Et justement, je crois que c'est Sandra qui en parlait tout à l'heure des métiers sanitaires et sociaux, par exemple. Christine, tu as abordé l'hôtellerie, la restauration. C'est aussi des domaines, parce qu'on a souvent tendance à parler quand même de l'hypersensibilité en open space. Et c'est vrai qu'on aborde souvent ces métiers tertiaires plutôt de bureau, on va dire ça comme ça, parce qu'on sait qu'il y a l'environnement peut être assez compliqué. Mais pour autant, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'hôtellerie, la restauration, enfin tous ces domaines-là qu'on a pu citer. Est-ce qu'il y a aussi des petites choses qui peuvent être mises en place finalement pour favoriser le bien-être au travail de ces personnes qui sont dans ces métiers-là, qui parfois, enfin Christine, tu l'as évoqué tout à l'heure, mais l'hôtellerie, la restauration, où ça peut être à 100 à l'heure quand on est sur une période de rush parce que c'est le service qui est là. Quand on travaille en petite enfance, on n'appuie pas sur pause pour les enfants. Enfin, s'ils ont besoin, ils sont là et donc il faut répondre à leurs besoins. Donc voilà, est-ce que vous avez aussi des petites astuces peut-être pour ces personnes-là qui ont des métiers comme ça, comment dirais-je, très sollicitants et sur des périodes qu'ils ne peuvent pas forcément contrôler? Je ferai le lien avec effectivement ce qu'on disait tout à l'heure, hein, le fait d'aller aux toilettes, le fait d'avoir des petits moments de respiration, effectivement, sont très importants. Mais je ferai aussi le lien avec la fonction managériale. La reconnaissance et l'écoute ont, à mon sens, vraiment toute leur importance de façon générale dans toutes les équipes, hein, parce que l'idée, c'est pas forcément d'avoir une reconnaissance ou une écoute plus axée vers les personnes qui ont une sensibilité plus développée. Voilà, je rejoins Teresa, ce qu'elle disait tout à l'heure sur l'importance du contexte. C'est d'autant plus vrai dans ces métiers qui sont tendus, hein. On sait qu'effectivement, les secteurs de la petite enfance, les secteurs médico-sociaux de façon générale, pour ne citer que, encore une fois, hein, puisqu'il y a énormément de secteurs en tension, à mon sens, c'est une mayonnaise qui peut prendre que si tous les ingrédients font le job. Enfin, c'est moins le terme, mais en tout cas, voilà, sont là et c'est vraiment, je pense que c'est vraiment main dans la main qu'on peut tous participer à un contexte qui soit favorable et qui soit favorable surtout pour tous, hautement sensibles ou pas. Oui, pour l'équipe en fait, hein, tout simplement. Ouais. Okay. Christine, tu voulais rebondir là-dessus? Oui, je veux bien. Dans l'idée où c'est pas juste la personne hypersensible, mais en écoutant la personne hypersensible, on peut être sensibilisé à certaines astuces, procédures qui peuvent agrémenter le travail, le rendre peut-être plus agréable pour tout le monde. Je pense que personne ne va dire je veux pas plus de clarté dans mes tâches. Là, je pense qu'il y a personne qui va se plaindre si tout à coup on a un cahier des charges qui est clair, on sait exactement ce que c'est que de faire les choses bien, on sait exactement ce que c'est, combien de temps on va devoir les faire, pour combien de temps. S'il y a une période de rush qu'on va nous dire, voilà, ça va durer 3 mois, ça va être pénible, on va faire ça ensemble, puis après vous aurez ça. Mais plus on peut être transparent dans la communication, plus on peut reconnaître. Alors le pire, c'est l'aliénation, hein. Mais non, c'est pas compliqué. Mais non, c'est qu'une semaine, c'est pas grave. Oh en fait, c'était que 5 heures. Alors tu vois, ça va. Oh, ça c'est le pire. Si en plus on reconnaît pas l'expérience de la personne qui la vit vraiment, ça, je pense que c'est vraiment trop demandé. Donc l'écoute, essayer d'être un peu proactif dans la communication, dans la transparence, dans l'authenticité, reconnaître quand c'est dur, pas dire que ça l'est pas. Et puis quelque part aussi prévoir des soupapes et puis des récompenses. Pas qu'on ait des enfants, hein, c'est qu'on a tous besoin de célébrer à la fin quand on a donné plus que ce qu'on devait donner normalement, qu'on puisse célébrer ensemble, se dire qu'on a réussi. Et puis de se dire que c'était pas la nouvelle norme, que c'était juste exceptionnel, puis qu'on va reprendre un petit peu ce qu'il y avait avant. Voilà, ça je pense que c'est un peu général, c'est un petit peu partout. C'est bon pour tout le monde. Oui. Et surtout pour les hypersensibles. Oui, complètement. Et cette notion de gagnant-gagnant, c'est souvent quelque chose qui fonctionne. C'est-à-dire, à un moment donné, je te donne ça, je prends sur moi, je prends sur mon temps pour te donner ça parce que c'est bon pour l'équipe, c'est bon pour l'entreprise, mais c'est normal aussi à un moment donné que de l'autre côté, ce soit du gagnant-gagnant, quoi. Et je te rejoins, Christine, il faut aussi à un moment donné qu'on retrouve ce rythme de croisière parce qu'on ne peut pas que être dans ce mode de fonctionnement-là, sinon ça devient la norme et c'est un autre rythme et donc on n'a pas forcément signé pour ça non plus. C'est exactement ça. Et puis le signer pour ça, c'est ce qui est important. Que dans l'entretien, quelque chose soit dit clairement. Parce qu'on peut dire oui à ce genre de travail, mais on sait à quoi on dit oui. Mais pas qu'on nous promette une chose, puis qu'après qu'on le mette ailleurs, et puis qu'ensuite on renégocie ça en disant ah bah c'est ta faute si tu t'es pas adapté. Nous c'est ce qu'on attendait. Bah non, j'ai pas signé pour ça. Ça c'est vraiment important. Et je vois ça très souvent avec les clients, où on me dit très souvent c'était pas dans mon cahier des charges, ou ça l'est mais j'aurais voulu négocier, puis on m'a dit que je pouvais pas négocier.
Là, je pense que vraiment au niveau document, le cahier des charges, je pense que c'est vraiment important qu'il soit clair, qu'il soit respecté, et puis qu'il puisse être négocié par l'employé aussi. Oui, oui, c'est important de pouvoir en discuter au démarrage, tout à fait. Du coup, il me vient aussi la partie entrepreneuriale, puisque c'est aussi des sujets qu'on aborde de plus en plus, en tout cas ces dernières années. Alors le Covid a aussi chamboulé pas mal de choses là-dessus. Beaucoup d'hypersensibles se posent la question, finalement, est-ce que j'ai réellement ma place dans une entreprise, dans une petite, une moyenne, une grande entreprise? Est-ce que finalement, il ne faudrait pas que je tente le coup de l'expérience entrepreneuriale? Qu'est-ce que vous aimeriez répondre à ces personnes, peut-être qui se posent des questions à l'heure actuelle vis-à-vis de ça? Je partagerais plutôt là aussi une expérience personnelle, c'est-à-dire que effectivement en tant que personne hautement sensible, de travailler au sein d'une équipe relativement importante m'a amené entre autres à une période de grosse fatigue et pareil je me suis dit est-ce que finalement je suis pas faite pour travailler toute seule, je serais peut-être moins fatiguée émotionnellement en tout cas, et finalement la vie faisant, étant plutôt multipotentielle, aujourd'hui je suis plutôt dans le mix de l'ensemble, c'est-à-dire qu'effectivement à travers le métier de DRH, effectivement je suis dans le collectif, je suis dans l'interaction parce que je sens que j'ai besoin de ça, et en même temps à côté, à travers mon activité d'indépendante, je suis plutôt dans du one-to-one et dans une activité beaucoup plus je dirais posée, à chaud, mais en tout cas dans quelque chose de plus calme. Et du coup, pour moi, en fait, c'est l'équilibre des deux. Ok. Et c'est bien, je trouve ça bien aussi de souligner que tu as pu le faire avec ton entreprise actuelle, Sandra, parce que c'est pas toujours non plus évident. Il faut avoir l'accord déjà de l'entreprise en général, et puis il faut avoir la disponibilité aussi pour pouvoir le faire, parce que le but c'est pas non plus, moi c'est comme ça que je le vois, c'est pas non plus d'être salarié à 100% du temps et puis de se dire je vais être à 200% de ma semaine parce que finalement je vais faire une double semaine pour être entrepreneur aussi à mes heures perdues entre 20h et 22h quoi. Non, Marie, effectivement, tu fais bien de le souligner. J'ai la chance, effectivement, de pouvoir le faire dans le contexte professionnel dans lequel je suis aujourd'hui, et je mesure effectivement cette chance-là. Et voilà. Donc, effectivement, pour moi, c'est l'équilibre des deux qui est important. Après, comme on le disait, il n'y a pas de cliché. Je pense qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de réponse toute faite. C'est en fonction de chacun comment on vit cette haute sensibilité et comment on arrive effectivement à trouver des temps d'équilibre. Ouais, très juste. Mais du coup, c'est possible. Donc, ça peut être aussi un conseil à donner de se dire finalement, ça peut être abordé en entreprise pour trouver des temps pour pouvoir faire une activité à côté. Si c'est un équilibre que vous avez envie de tester, ça peut aussi être à faire. Pourquoi pas. Mais bien souvent, on n'ose pas. Oui, tout à fait. Voilà, c'est vrai qu'on n'ose pas forcément. J'avoue que moi-même, j'ai été surprise par l'acceptation de la collectivité dans laquelle je suis, et pour autant, j'en ai été, je ne vais pas dire presque fière, mais si, à quelque part, de dire, bah voilà, on arrive aussi à être un petit peu innovant et à bousculer certains codes, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire les petites graines qui se sèment en se disant, bah voilà, effectivement, pour bien faire son job, on n'a pas forcément besoin d'y être de 7h le matin à 21h le soir. Enfin voilà, encore une fois, osons. Oui, tout à fait. Ok. D'autres avis sur l'entrepreneuriat et l'hypersensibilité? Oui, et ça part vraiment d'une expérience personnelle également. Donc, en ayant toujours connu le salariat, j'avais aucune idée de ce que c'était au fait se lancer en tant qu'indépendante. Aucune idée. Je pensais vraiment, voilà, je me lance, je crée un site internet, 2-3 cartes de visite et hop, 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 les clients vont venir à ma porte. Eh bien non. Donc, un conseil vraiment important, c'est de se faire accompagner. C'est de se faire accompagner vraiment par un expert en entrepreneuriat qui vous aidera justement à choisir, si c'est dans l'accompagnement, à choisir votre cible. On va dire qui est-ce que vous allez accompagner, de quelle façon, quelle sera votre communication, etc. Parce que c'est vrai que se lancer comme ça, on fonctionne un peu comme une boule de flipper.
Donc, on va aller dans tous les sens. Il y a plein de choses qui vont intéresser. Et donc, on va prendre toutes ces petites choses et au final, ça va faire beaucoup de choses et on n'aura plus de direction, on n'aura plus de vue. Donc, je pense que dans un premier temps, vraiment, quand on sort du salariat, c'est vraiment de se faire accompagner. Et il faut savoir aussi qu'on lâche vraiment quelque chose de très important. On lâche une habitude, un mode de fonctionnement où on a toujours fonctionné. Quand on se lance, quand on va vers autre chose, c'est un grand travail sur soi qui va commencer. Puisqu'on va rencontrer des peurs, des nouvelles peurs qu'on n'a jamais affrontées avant. Et ce travail est d'autant plus riche. Mais quelqu'un à côté de soi ou des personnes qui vous encouragent aussi, parce que ça aussi, ça sera un travail, c'est de s'entourer de personnes qui vous encouragent et qui croient en vous. C'est une belle conclusion, Teresa. Christine, tu avais des choses en lien avec l'entrepreneuriat à évoquer? J'adore tellement ce que je viens d'entendre de Teresa. Je pense que si on prend l'entrepreneuriat pour fuir la collectivité, je pense pas que c'est la solution. Si on l'a choisi parce que ça nous correspond, là, je pense qu'on va y trouver son bonheur. Mais dans la fuite, je pense pas qu'on va y trouver quelque chose. Puis je suis tellement d'accord dans l'accompagnement parce que c'est pas juste la même chose seule. C'est vraiment important, encore une fois, d'aller se poser la question de quoi est-ce que j'ai besoin. Combien de personnes, combien de visages est-ce que j'ai besoin de voir tous les jours pour me sentir faire partie de cette société. C'est important. Aussi, peut-être des petites choses qu'on n'y pense pas forcément. Le petit compliment du lundi matin quand on revient d'un week-end, que ça fait du bien. Des secrétaires formidables qui vous donnent la pêche parce qu'elles ont ce petit mot, parce qu'elles vous donnent un petit message sur le dossier avec le post-it machin. Il y a plein de choses comme ça qu'on ne trouve pas quand on est seul. Puis si on sait que c'est ça notre moteur, ben c'est un peu plus compliqué. J'aime bien le mix aussi. Je suis alors spécialiste du slash. Hein. Et puis du 20% ici, du 2% là, du machin, et puis la supervision par là. Mais après, ça devient aussi complexe à gérer dans un agenda. Et puis, il y a aussi un rapport aussi, je me rends compte que, alors pour moi, le rapport symétrique, c'est essentiel. Je ne peux pas fonctionner dans un rapport asymétrique. Et puis, dès le moment qu'on a soit des stagiaires, soit des personnes qui travaillent avec soi, mais il y a un côté où on prend la responsabilité, mais rester dans la relation symétrique, des fois, c'est un peu plus compliqué. Donc, c'est toutes des choses où je pense qu'il faut se poser les questions avant, savoir quand c'est le bon moment de faire des transitions aussi. Il faut se sentir assez fort pour faire la transition. Je pense que c'est plus compliqué si on est encore en train de se poser des questions au niveau de son identité, au niveau de sa santé, au niveau de son énergie. D'investir de l'énergie pour faire quelque chose de nouveau, je pense que ça devient compliqué. Et donc, d'abord un capital en énergie, ensuite un capital social, et puis aussi un capital financier, pour avoir une marge, pour pas être dans le stress pendant trop longtemps. Oui, pour démarrer sur de bonnes bases, oui, tout à fait. Ok, super intéressant. Bon, on va partir sur un thème un peu moins rigolo, peut-être voilà, pour le dernier, mais que je trouve quand même particulièrement crucial à aborder, parce qu'on en parle beaucoup depuis quelques temps déjà, qui est très présent. Le Covid a aussi, enfin la période Covid a aussi remué beaucoup de choses et mis en lumière aussi pas mal de choses là-dessus. Donc on s'était mis d'accord pour aborder le thème du burn-out. Alors, j'aimerais bien qu'on aborde la partie vraiment, dans un premier temps, identification peut-être des signes. Comment est-ce qu'on peut, de nous-mêmes déjà, percevoir qu'il y a des premiers signes d'alerte, en tout cas, parce que l'idée, moi c'est comme ça que je le vois, c'est que plus on verra les signes tôt, plus on déclenchera le signal d'alarme tôt et plus on évitera d'aller jusqu'au burn-out, puisqu'on sait, c'est quand même prouvé aujourd'hui que quand on arrive au burn-out, finalement, c'est là que ça devient compliqué à gérer. Quand on est plutôt sur du pré-burnout, il y a quand même des choses qu'on peut redresser et encore plus en amont. Donc, est-ce qu'il y a des signes finalement sur lesquels il faut absolument être conscient, sur lesquels il faut réagir pour nous-mêmes, peut-être pour notre entourage, pour la hiérarchie, pour nos conjoints, notre famille, etc. Enfin voilà, j'aimerais bien qu'on aborde un petit peu cette partie-là, un petit peu pratico-pratique. Quels sont les signes qu'on peut identifier ? Teresa, est-ce que tu veux te lancer sur ce vaste sujet pour démarrer ? Oui, tout à fait. Alors, pour les signes, il y a plusieurs signes déjà qui voudraient mieux faire de la distinction. Il y a par exemple les signes, les symptômes physiques, donc troubles du sommeil, tension musculaire, diminution parfois d'appétit, ou au contraire, les maux de tête, l'hypertension. Donc ça, c'est vraiment pour les symptômes physiques.
Puis on a les symptômes émotionnels, donc l'anxiété, l'humeur parfois dépressive, frustration, colère, le manque d'entrain, l'irritabilité. Et puis on a aussi les symptômes comportementaux, donc tendance à l'isolement, parfois on peut être agressif, une baisse de l'empathie, attitude parfois cynique qui peuvent apparaître, ou plus d'addiction, tabac, alcool, etc. On essaye de se rattacher à quelque chose. Et les symptômes au milieu du travail, les symptômes professionnels, donc le désengagement, soit le désengagement, soit justement en faire plus, être dans un perfectionnisme excessif, l'insatisfaction permanente, parfois une baisse de motivation et l'effritement des valeurs associées au travail. Donc on ne comprend plus le sens direct lié à ce qu'on est en train de faire. Ok. Donc dans tous ces symptômes-là que tu nous évoques, on est d'accord qu'il faut les prendre sur de la répétition, parce que bien évidemment, tous ces symptômes-là pris un à un, on peut les ressentir à n'importe quel moment. Ce qui va mettre la puce à l'oreille, c'est la répétition dans le temps, que ça s'installe et que ça reste. Voilà, exactement. Donc c'est vraiment la répétition, et puis avec toutes ces répétitions, au final, il va y avoir cette baisse d'énergie. Cette baisse d'énergie qui peut mener en effet vers un burn-out. Okay. Donc tout ça, c'est des signaux d'alerte. Ok, ça marche. Il y a des réactions vis-à-vis de ça, sur ces signes? Teresa était effectivement très, très complète. Je compléterai avec ce que j'appelle les hamsters, c'est-à-dire que ça fait beaucoup sourire, mais c'est très vrai. C'est-à-dire que voilà, quand toute la famille de hamsters se met en route et que toutes les roues tournent jour et nuit, là, ça fait partie des signes effectivement à écouter quand on est dans la rumination quasiment permanente, et notamment la nuit. Là, c'est à mon sens aussi un signe qu'il est important d'écouter, d'entendre. Parce que là, effectivement, à mon sens, on commence à franchir la ligne blanche. Ça marche. Et est-ce que, selon vous, alors je ne sais pas si c'est s'il y a des études réellement là-dessus, mais peut-être que vous en avez connaissance, est-ce qu'il y aurait un lien vraiment avéré, ou alors, s'il n'y a pas d'études, ne serait-ce que par votre expérience et votre vécu en tant qu'accompagnante, est-ce qu'il y aurait un lien réellement avéré entre finalement l'hypersensibilité et un risque, on va dire, un peu plus élevé, un peu plus accru au burn-out? Alors personnellement, moi j'ai pas connaissance, j'avoue. Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites à ce sujet? Je ne saurais pas vous dire, mais en tout cas, qu'est-ce que le burn-out? C'est faire, dans le milieu professionnel, c'est travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Se rajoute à ça parfois le milieu privé, où plein de choses vont se rajouter. Donc, et qu'on soit hautement sensible ou pas, c'est justement le fait de faire et de surenchérir ce qu'on est en train de faire qui mène vers. Alors évidemment, les personnes hautement sensibles vont avoir leur fonctionnement, qui peut en effet mener vers le burn-out, mais c'est pas propre comme le perfectionnisme. Le burn-out n'est pas propre aux personnes hautement sensibles. Je ne sais pas ce qu'en pensent mes collègues. Je m'intéresse à ça. Il n'y a pas de lien direct entre l'hypersensibilité et le burn-out. Tout le monde est vulnérable au burn-out. Tout le monde. Ça, c'est vraiment important. Ce qui est important, c'est encore une fois de se connaître, de connaître ses limites. Et puis, par contre, il y a une chose qui ressort assez souvent, surtout quand il y a l'hypersensibilité et le HPI, c'est la loyauté. Et puis, c'est la loyauté qui pousse à faire plus pendant plus longtemps et trop. Et puis, c'est aussi celle qui pousse à revenir trop rapidement et pas prendre assez de temps. Donc là, je ferai juste un petit bémol là-dessus. Et puis, ce que je trouve, alors pour voir des personnes hypersensibles revenir du burn-out, je trouve qu'il y a plein de potentiel parce que l'intensité, alors l'intensité, elle va se faire rapidement dans la descente, dans le burn-out, mais l'intensité va aussi permettre de remonter rapidement. Parce que dès le moment qu'on fait les choses justes, ce cercle vertueux qui fait que le corps reprend, la tête reprend, les émotions reprennent,
il y a un souffle comme ça qui vient que je trouve pas forcément dans une autre population. Et puis, donc j'aurais un peu tendance à dire les deux. Attention, parce que l'intensité pousse à l'intensité, et puis du coup, en plus, si on rajoute la loyauté à ça, ça descend vite. Mais que dans la remontée, un peu de bien va faire beaucoup. Et puis plus on met en place des stratégies. Puis Sandra, j'aime beaucoup ton insistance sur les routines. Puis faire ça, que ce soit de manière consistante et pas juste une fois de temps en temps. Mais dès qu'on met en place des choses qui font du bien, et puis qu'on les fait sur le long terme, la pente remonte rapidement. Ça met une vague d'espoir, je trouve, parce que effectivement le burn-out, on en parle énormément et on se dit c'est un peu le truc à éviter et surtout à ne pas tomber dedans. Donc parfois, et Christine tu le soulignes, mais il y a des fois où ça va être on peut toujours éviter, mais en tout cas il y a des fois où on va y aller, on va y plonger peut-être un peu rapidement, mais en tout cas c'est hyper intéressant que comme quand on est au fond de la piscine finalement, si on met les pieds, hop, on remonte assez vite. Et donc ça, je trouve que c'est aussi super parce que qu'on retourne finalement sur notre poste précédent, qu'on choisisse de rebondir ailleurs, et ben finalement on va y aller et on va y aller vraiment pour se sortir de là. Donc c'est vraiment super chouette, ouais. Pour rebondir sur ce que disait Christine et Teresa, effectivement, il y a vraiment une notion de loyauté, engagement, perfectionnisme. C'est vrai qu'il me semble que les trois mariés, qu'on soit hautement sensible ou pas, mais en tout cas les trois mariés, à mon sens, font basculer plus rapidement. Ok. C'est pareil, c'est des valeurs, des choses qui nous sont propres finalement, qu'il faut avoir en tête quand s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui se retrouvent dans ce profil-là, on va dire ça comme ça, ou dans ces profils-là, c'est des choses sur lesquelles il faut peut-être être un peu plus attentif, on va dire ça comme ça, au quotidien. Et je crois qu'il faut aussi accepter de baisser un petit peu le curseur. C'est pas évident, mais je l'ai dit pas plus tard qu'hier, c'est finalement accepter que si on baisse un petit peu le curseur et qu'on observe finalement ce qui se passe, il n'y a pas de catastrophe, tout va bien, on s'économise un petit peu façon de parler, ou en tout cas on évite d'aller effectivement vers les signes du burn-out. Mais voilà, il y a cette notion d'exigence qui est vraiment primordiale, et c'est accepter de baisser un petit peu ce niveau d'hyper-exigence même. Parce que c'est, pour le coup, c'est pas de l'hypersensibilité, mais c'est de l'hyper-exigence. Et voilà, c'est accepter, encore une fois, de baisser un petit peu le curseur, d'observer ce qui se passe. Et là, c'est l'action qui fera les choses. C'est effectivement tenter une petite action, peut-être moins parfaite que d'habitude, peut-être moins avec un critère qualitatif moins élevé, se dire mais finalement tout va bien et je n'ai pas laissé toute ma dose d'énergie. Tester, observer, et puis finalement si ça passe, tant mieux. Ouais. L'une d'entre vous parlait tout à l'heure aussi de la partie retour au travail, qui du coup, tu l'évoquais Christine, après, une fois qu'on a repris de l'élan, il faut retourner au travail, alors soit sur celui qu'on a quitté, soit sur un autre. Est-ce qu'actuellement il y a des mesures concrètes qui sont prises et peut-être qui peuvent être partagées s'il y a certaines entreprises qui nous écoutent, qui seraient vraiment pertinentes, alors plutôt pour les hypersensibles, mais ça peut s'appliquer aussi à d'autres, finalement sur ce retour au travail. Comment est-ce que, selon vous, l'encadrement doit être fait, par qui? Souvent on entend parler du trio RH, manager, peut-être préventeur aussi dans certaines entreprises. Comment est-ce que vous voyez les choses? Est-ce que vous avez du vécu, peut-être d'accompagnement d'un ou une hypersensible qui est passé par du burn-out et que vous avez accompagné au retour en entreprise? Alors, pour ma part, en entreprise et en tant qu'ex-RH, pas forcément un hypersensible qui revenait d'un burn-out, mais un burn-out court. On ne peut jamais dire combien de temps la personne va être absente. Donc, on recevait parfois certificat médical sur certificat. En tant qu'RH, on prenait de temps en temps contact avec la personne, tout simplement pour demander comment ça va. On essayait d'éviter aussi parce que ça pouvait être mal perçu. Donc, on le faisait de temps en temps,
Et lorsque nous savions à quel moment la personne allait reprendre le travail, on organisait directement donc un premier entretien, donc avant qu'elle revienne, déjà pour savoir si elle était prête à revenir, si tout allait bien, comment est-ce qu'elle voyait les choses, parce que c'est bien de proposer les choses, mais c'est bien aussi d'entendre peut-être qu'elle voyait les choses d'une autre façon, essayer d'aménager son poste de travail, certaines fonctions, voir avec les horaires si c'était OK, si c'était toujours OK pour elle. Donc voilà, là l'écoute prenait vraiment toute son importance. Puis l'accueillir le premier jour et toujours lui demander comment est-ce qu'elle se sent. Si elle est prête, même en étant là le premier jour, si elle est prête et comment est-ce qu'elle voit les choses, comment elle voit les choses évoluer, la rassurer, beaucoup la rassurer qu'on est là en cas de besoin, en cas d'écoute, en cas de réaménagement de quoi que ce soit. Et donc, je pense que dans un premier temps, on peut la soutenir de cette façon, ou éventuellement lui proposer un soutien, un accompagnement en plus, coach, un accompagnement psychologique, pourquoi pas. Et alors, pourquoi pas donc d'autres programmes en gestion du stress. Être sensibilisé à nouveau en gestion du stress par rapport à ce qu'elle a vécu. Ok. Beau programme de reprise. Je veux bien monter là-dessus sur deux plans. Le premier, l'accompagnement, alors c'est souvent, en tout cas en Suisse, c'est souvent par un médecin que ça a été signé et le médecin va souvent envoyer la personne chez un ou une psy. Et puis cette personne peut aussi faire le suivi sur le court terme. Alors normalement il y a une certaine, généralement c'est 4-5 sessions pour le burn-out et puis ensuite normalement c'est 30 sessions et puis ça peut être reconduit après 30 sessions. Mais c'est aussi de faire en sorte que ce soit pas court plus rien et puis qu'il y ait un suivi et puis qu'il y ait une relation qui se passe. Ça dépend aussi de la disponibilité des thérapeutes. Ensuite, par rapport à l'entreprise, moi j'aurais tendance à dire vraiment insister, c'est un problème systémique et c'est un problème organisationnel. Je peux pas le dire assez. C'est pas la personne c'est un symptôme de l'organisation. Et puis la personne qui casse, c'est l'organisation qui doit apprendre. Et si ça se fait pas, ben mince, vraiment. Parce que la personne elle souffre pour rien. Et puis ça, c'est pas juste. La personne qui est en décalage, alors c'est pas une vulnérabilité, c'est pas qu'elle est faible, c'est pas qu'elle a un truc à apprendre, bon sang non, c'est que les contraintes dans l'entreprise sont à revoir. Même si c'est pour dire on a bien fait et puis on refera la même chose, ce sera différent. Au moins de se poser la question qu'est-ce que nous on peut faire. Alors ça c'est sur un plan de l'organisation. Après il y a aussi le plan des collaborateurs parce que pendant que la personne elle est loin, ils vont prendre plus. Est-ce que ça c'est possible? Est-ce que ça c'est juste? Parce que ça sert à rien que ce soit un burn-out en escalade comme ça, qu'une personne qui parte fait ce que deux autres personnes partent après, ça n'a pas de sens. Donc, vraiment de soutenir les équipes aussi pendant ces moments-là. Et puis ça aussi, ça aide par rapport au stigmatisme, enfin le stigma qui peut aller avec le burn-out. La personne qui revient, on va pas lui dire ah ben enfin tu reviens comme ça tu peux prendre ton boulot, qui est pas trop ce sentiment-là, parce que les autres en fait ont pu gérer. Mais que quand même, c'est très délicat, hein, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un manque pour que la personne sente qu'elle appartient, puis que ça s'est pas passé tout seul pendant qu'elle n'était pas là, mais qu'en même temps, elle se sent pas coupable de pas être là, parce que les choses fonctionnent quand même. C'est très subtil, mais c'est systémique. Donc c'est pas juste la personne qui doit aller mieux, c'est pas juste l'entreprise qui doit prendre sur ses épaules, mais c'est vraiment c'est une collaboration. Alors évidemment, c'est pour ça qu'on aimerait l'éviter, hein, parce que ça coûte très cher, sur tous les plans. Donc si on peut voir les symptômes avant, c'est bien. Oui, tout à fait. Mais je tiens vraiment à dire, c'est un symptôme de l'organisation. S'il y a un burn-out, alors effectivement, c'est la personne qui va se faire soigner. C'est souvent ce que je dis aux personnes qui sont chez moi. Je dis, c'est vous qui êtes ici, c'est pas l'entreprise. Parce que très souvent, on remet en question toute l'organisation. Je dis, c'est vous qui êtes là. Mais c'est souvent un message aussi pour l'entreprise, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut apprendre. Ouais. La partie remise en question de l'entreprise, elle est essentielle. Je suis complètement d'accord avec toi, Christine. Et effectivement, c'est pour ça qu'on abordait aussi en première question finalement les symptômes, parce que qu'on soit manager, RH, préventeur, enfin peu importe la fonction, même collègue, parce qu'il peut y avoir tout autant des collègues qui se rendent compte d'un mal-être, d'irritabilité qui s'installe, enfin que sais-je. Et finalement, si on arrive à tirer la sonnette d'alarme suffisamment tôt, et ben ça permet aussi de se remettre en question. Et ça peut se faire aussi en équipe même, hein, pourquoi pas. Hein.
Et c'est là où, à mon sens, en tant que manager, il y a une notion qui est importante en pré comme en poste, c'est l'écoute. Parce que voilà, effectivement, un collaborateur qui vient vous solliciter en disant voilà, c'est compliqué pour X ou Y raison, je me sens pas forcément très bien au travail. Donc l'écoute a toute son importance à ce moment-là. Comme elle l'a, alors effectivement, pendant la période d'arrêt de la personne, si effectivement la personne est enclin à échanger avec son employeur pendant ce temps-là, et cette même écoute a également toute son importance au retour. Complètement. Après, il y a un point de vigilance, et là c'est l'expérience qui me fait dire ça, c'est le fait qu'on est très vite happé par le quotidien qui revient très vite, par toujours le train qui finalement ne s'arrête jamais, voire le TGV. On peut être très vite dans ce TGV, un collaborateur qui revient, on le ramène dans le TGV, et effectivement, quelquefois, ce temps d'arrêt en entreprise, on prend peut-être pas suffisamment, non pas qu'on veut pas le prendre, mais que finalement, on est très vite rattrapé par le quotidien. Oui. Pour faire un parallèle peut-être beaucoup plus léger, mais c'est un peu le même ressenti que certaines personnes peuvent avoir. Tu pars 3 semaines en vacances, tu reviens, et puis au bout de 2 jours, ton capital énergie, ressources est déjà bouffé parce que finalement, le train ne s'est pas arrêté pendant que tu étais absent, quoi. Donc oui, et ça, faut en être vigilant, ouais, tout à fait. Ok. Et même parfois, Marie, ce que j'ai pu vivre aussi en entreprise, c'est que j'avais même peur de prendre mes congés. J'avais peur de prendre mes congés parce que j'avais peur de revenir de mes congés. Et que quand je partais en congé, eh bien, je partais avec mon laptop pour continuer à travailler. Donc, quand je prenais un jour, c'était pour travailler chez moi et avoir la paix. Et je me sentais hyper coupable. Je me sentais coupable d'avoir le nez qui coulait. Je me sentais coupable de prendre un jour de congé. C'est ça. Et au fait, non seulement je me sentais coupable, mais parfois, on faisait en sorte que tu te sentais coupable, que tu n'étais pas assez forte, soi-disant, alors que même malade, tu vas travailler. Il y en a beaucoup qui, même malades, n'osent pas rester chez soi. Donc, ils continuent tout simplement, et puis ils rentrent dans un engrenage. Et là, c'est trop tard. Là, ils tirent sur l'élastique jusqu'à un moment donné où l'élastique lâche. Il y a, comme je disais tout à l'heure, certains signaux, certains symptômes qu'on reconnaît, mais alors certaines choses qu'on entend dire, certaines personnes bienveillantes autour de nous, qui vous le disent, qui mettent le doigt dessus et qui vous disent « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu fonctionnes de cette façon? Avant, tu faisais pas ça. Pourquoi aujourd'hui, tu es obligé de travailler jusqu'à minuit? Pourquoi tu travailles le week-end? Pourquoi tu prends pas un temps de repos ?» Donc, il y a quand même des gens autour de nous qui nous disent certaines choses et que parfois, on peut prendre très mal. On peut prendre très mal parce qu'on veut justement prouver qu'on en est capable, mais on est juste en train de tirer sur l'élastique à ce moment-là. Mais c'est des signaux qu'il faut écouter aussi, finalement. Oui. Alors, c'est pas facile, je suis d'accord avec toi, Teresa, mais... Oui, tout à fait. Pour compléter, Teresa, ce que tu dis qui me fait écho, il y a un outil qui est terrible, qui est très pratique, mais qui est terrible. Effectivement, quand on part en vacances et qu'on tremble déjà à l'idée de rentrer, c'est la boîte mail. C'est juste horrible. Sur 2 aspects. En dehors des vacances, l'aspect le fait d'être hyper connecté, d'être tout le temps connecté, et effectivement là aussi c'est un engrenage qui peut être terrible. J'ai fait partie de ces personnes qui sont quasiment connectées, alors pas H24, mais en tout cas un peu trop connectées. Oui, j'ai fait partie effectivement de ces personnes-là. C'est terminé. Très honnêtement, c'est terminé. Et tout se passe bien. Mais bravo, c'est bien. Voilà, la voiture qui a tourné. Rien ne s'est écroulé, et il y a effectivement l'effet vacances où on revient, et alors je ne veux pas dire qu'on tremble avant même de revenir, mais à l'idée de se dire tant de mails multipliés par tant de jours d'absence, je vais revenir, je vais déjà mettre 2 jours à écluser les mails que je n'ai pas consultés pendant mes vacances. Effectivement, ce que tu disais, Marie, l'effet vacances à midi, c'est terminé. C'est ça.
C'est pour ça que là aussi un petit tips, la boîte mail c'est bien, mais elle a ses limites aussi. Il faut savoir lui mettre des limites. Oui, et la vraie déconnexion est essentielle pour pouvoir repartir aussi, voilà. Et puis c'est ce que tu disais Sandra et Teresa aussi, mais c'est le monde s'arrêtera pas de tourner si on a loupé un mail. Et puis alors moi j'ai eu des conseils même de certaines personnes qui au retour de vacances supprimaient tous les mails de leurs vacances. Voilà. Et puis le reste, si c'était urgent, de toute façon on met des messages d'absence, des choses comme ça. Donc s'il y a vraiment urgence, quand on revient en général, soit les gens passent un coup de fil, soit on reçoit un autre mail. Voilà. Alors c'est des façons de faire, bien sûr. Je dis pas forcément que c'est la bonne, mais il y a des gens qui fonctionnent comme ça et ils s'en portent très bien mieux que nous en général. Alors pareil, dans les petits outils qui peuvent être assez pratiques, c'est tout ce qui est règle de tri dans les boîtes mail. Ça évite que tout aille dans la boîte de réception et qu'elle grandisse à vitesse grand V, mais en tout cas, ça permet de hiérarchiser aussi un petit peu les choses, ce qui me permet aussi de gérer le degré de priorité, le degré d'urgence, et de faire redescendre un petit peu cette pression. Parce que il y a ça, à un certain moment, cette pression liée à la boîte mail, terrible, un outil qui met autant de pression. Je discutais il n'y a pas très longtemps avec l'ancien manager et je lui disais, mais souviens-toi à l'époque où la boîte mail commençait, alors je vais faire un peu le dinosaure, mais on commençait un petit peu à travailler avec les mails et finalement on traitait le courrier papier qui arrivait une fois par jour et le travail se faisait quand même. Et on repart avec beaucoup de petites astuces. On est allé un petit peu plus loin que l'hypersensibilité, mais je trouvais quand même que c'était très intéressant d'un point de vue très global sur vécu dans le monde du travail. Donc c'est quand même super chouette d'avoir toutes ces petites astuces. On va arriver au terme de cette table ronde. S'il y a une chose que vous n'avez pas pu dire, écoutez, mesdames, c'est le moment. S'il y a quelque chose pour ne pas avoir de regrets, s'il y a quelque chose que vous voulez ajouter, n'hésitez pas. Il y a juste un truc qui me manque, c'est de dire que de travailler quand on est hypersensible, c'est plein de plaisir et c'est plein de joie et c'est plein d'amusement. Parce que là, on a parlé quand c'est compliqué, quand on se pose plein de questions, mais sinon, il y a un pied total. Enfin, je veux dire, quand on est au bon endroit, au bon moment, puis qu'on fait ce qu'on aime, puis qu'on sent qu'on peut utiliser toute l'intensité de ses émotions, toute la profondeur de son empathie, et puis qu'on peut réellement connecter avec des humains sur un plan authentique, et puis qu'on peut vraiment avoir cette connexion qui est satisfaisante. Mais qu'est-ce que c'est bien d'être hypersensible. Voilà, je voulais juste le dire. Merci Christine pour cette note effectivement très positive et ô combien importante. Moi je dis toujours mon hypersensibilité, même s'il m'a fallu un petit peu de temps, je dis qu'aujourd'hui c'est ma force. C'est ma force, je la mets en avant, comme je disais tout à l'heure, c'est le fait de semer des graines, de dire oui, effectivement, je suis quelqu'un de sensible, de pouvoir accompagner des personnes sur ce chemin-là, de pouvoir s'accepter, parce que pour certains, c'est vraiment une acceptation. Et comme tu le dis, Christine, effectivement, quand on est au bon endroit, au bon moment, en adéquation avec ce qui est important pour nous, avec le sens qu'on donne à sa vie professionnelle, et qu'en plus on est bien entouré, c'est le top. Exactement. Bon, ça nous fait une très belle conclusion tout ça, une très belle note positive pour conclure sur cette table ronde. Je tenais déjà à vous remercier sincèrement toutes les trois pour cet échange qui a été très riche, très diversifié et je suis sûre que nos auditeurs repartent avec tout plein d'astuces, donc c'est très très bien je pense pour eux. Je tenais aussi à dire aux auditeurs qui nous écoutent, si vous avez des questions par rapport à tous les sujets qu'on a abordés ou à d'autres vis-à-vis de l'hypersensibilité au travail, on va vous mettre un lien sous la diffusion de cette table ronde pour pouvoir poser des questions et bien évidemment on y répondra avec grand plaisir. Voilà, écoutez mesdames, je vous remercie encore une fois, c'était un très chouette moment, merci d'avoir été là, merci d'avoir partagé tout ce que vous aviez à partager, je pense que ça sera très utile et puis on se dit à très bientôt.